Et yo les goths, si je vous dis Première Ligue, vous allez sûrement penser à de grands clubs comme City, Liverpool ou même Chelsea, dans le top du classement. Et pourtant, si on remonte un peu dans le temps, on peut voir qu'un club n'est plus là, qui a même fait une finale de Ligue des Champions et qui a accueilli aussi de très grands joueurs, notamment le Soulier d'Or 2017. Je parle bien évidemment de Tottenham. Aujourd'hui dans les fins fonds de la première division, et ayant été éliminé dès les 16e de finale de la FA Cup, risque de ne pas jouer l'Europe la saison prochaine, à moins qu'il ne gagne l'Europa League. Qui sait, tout est encore possible. Mais même si cela arrive, on est sur une saison ratée. Cet été, il va falloir changer beaucoup de choses pour espérer avoir une meilleure saison. Comment faire ? Eh bien, j'ai fait mes recherches et je vous emmène. Bienvenue dans mon mercato idéal, version Tottenham. Avant de commencer, petit disclaimer. Déjà, je ne prétends pas avoir la science infuse. Et de toute façon, le nombre de mercato possibles est énorme. Mais pour le coup, j'ai analysé leur jeu, été demandé à des fans des Hotspurs et même fouillé dans les meilleurs de Transfermarkt. Et puis, c'est un mercato idéal. Rien ne dit que les joueurs ne se baisseront pas ou alors même que certains voudront signer, par manque de Coupe d'Europe. Et puis aussi, vous voyez en bas de l'écran les budgets d'arrivée, de départ et même les on-ground players et les joueurs étrangers. En gros, c'est une règle de Première Ligue qui dit qu'il faut minimum 8 joueurs formés en Angleterre et au maximum 17 joueurs étrangers. Petit disclaimer fini, c'est parti. Commençons par les objectifs. Quels sont-ils ? Eh bien, en premier, il faudrait étoffer ce mercato beaucoup trop maigre. Et cela vient notamment en doublant chaque poste et surtout au milieu où il y a beaucoup trop de faiblesses. En deuxième, il faudrait mieux avoir une polyvalence à chaque poste, avoir des joueurs complets ou alors qui peuvent apporter plusieurs choses différentes. Car comme on dit, option de joueur donne option de dispositif. Et ça, c'est mieux. Et enfin, un troisième, remonter Tottenham dans le haut de la première division. On espère dans les 5 premières places pour qu'ils puissent jouer la Coupe d'Europe. Sur ce, commençons avec les gardiens. Pour le coup, j'ai pas grand chose à faire. Vicario reste en tant que titulaire, Kinski revient de son prêt du Slavia réussi et se positionnera en tant que deuxième gardien. Et pour finir, en troisième gardien, je garde Austin, le jeune joueur formé au club, notamment pour le quota de on-ground player. Je laisse partir Foster, l'emblématique gardien de Première Ligue qui a maintenant 37 ans et qui est en fin de contrat en juin, et aussi Whitman, dans le même cas, en fin de contrat, qu'on pourrait garder pour le quota de on-ground player, mais vous verrez que j'en ai assez pour la suite. Et de toute façon, je pense que ça ne sert à rien d'avoir plus de 3 gardiens dans son effectif. Maintenant pour les défenseurs, il y a plus débat. Commençons avec les centraux, et pour le coup, là, ça va, j'ai pas non plus grand chose à faire. Donc, on a Dragusin, Romero, Van de Ven, Davis et Danso en prêt. Bon, tu le sais sans doute, mais Danso avait une obligation d'achat de Lens pour 25 millions d'euros. Je serais donc obligé de l'acheter, mais moi, ça me va. Et c'est à peu près tout ce dont on a besoin dans cette défense centrale. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais le dispositif sera un 4-3-3 à pointe basse et non un 3-4-3 comme beaucoup de fans l'auraient demandé. Car le jeu de Ante, le coach, c'est le 4-3-3. On se retrouve donc avec 5 défenseurs centraux, et je les garde tous. Car Dragusin est blessé, il s'est fait les croisés et son retour est estimé en décembre de l'année prochaine. Et c'est sûr qu'il va peiner car il était sur une bonne saison avec les Spurs, un gars solide et agressif sur les duels. Le problème qu'on lui trouvait était principalement sa relance de balle. Mais c'est pour ça qu'il était mis à côté d'un Romero ou même d'un Mickey Van de Ven, qui relance déjà beaucoup mieux. Et même sans leur central roumain, une défense Van de Ven-Romero marche plutôt bien. Et en complément de cela, tu ajoutes un Danso aussi costaud mais qui marche plutôt bien. Et pour finir, en tant que 4ème qui va passer 5ème défenseur, qui aura sûrement pas trop de temps de jeu, Ben Davis. Et en plus, il vient remplir le quota de on-ground player. Car même s'il est gallois, il a été formé à Swansea, qui était dans les ligues anglaises. Et vous pourrez me dire qu'il est en fin de contrat. Et bah je le prolonge avant la fin de la saison. Et je pense que ça tiendra le coup en attendant le retour de Dragusin. On note aussi le retour en prêt de Phillips, mais je le reprête encore une année, encore trop jeune. Petite parenthèse avant de passer à la suite, les annonces envoient Romero à l'Atlético. Dans mon mercato idéal, bien sûr je le garderai. Mais si jamais il fallait le vendre, je le vendrais au moins à 60 millions. Et je prendrais en succession Hincapié, qui a sa qualité de relance sans être mauvais défensivement pour 55 millions. Mais ce n'est pas le cas, alors je ne change rien. Maintenant pour les latéraux, beaucoup plus compliqué pour le coup. On a donc Spence, Porro, Udogie, Reguilón et Gray, même s'il est plus milieu défensif que latéral droit. Actuellement, il y a une rotation entre Spence, Porro et Udogie. Spence à droite ou à gauche, et ensuite Porro et Udogie pour prendre la place qui reste. Pour moi, il faudrait arrêter cela. Spence doit jouer à droite. Alors oui, c'est un joueur exceptionnel qui joue à droite ou à gauche de cette défense. Mais honnêtement, c'est pas une bonne chose. Quand un joueur fait une très bonne saison, et surtout que c'est sa première saison au top niveau, tu ne peux pas lui demander de jouer une fois à droite, une fois à gauche, etc. Il va juste perdre tous les automatismes qu'il avait avec d'autres joueurs, surtout dans le système du coach australien, où les latéraux montent beaucoup. Il faut savoir combiner avec les ailes. Non. Spence reste à droite avec Porro en doublure. Et oui, je garde Pedro Porro du coup.
Même si défensivement c'est moins bon, ça laisse beaucoup d'espace derrière, beaucoup d'erreurs défensives, de 1v1 perdu. Je pense que c'est notamment dû à la fatigue. Quand on regarde le nombre de minutes jouées cette saison, c'est dans le plus grand nombre au total. Il faut les laisser respirer aussi. Et puis comme ça, tu as une sorte de polyvalence en termes de latéral droit. Avec Spence dans les matchs où tu sais que tu vas défendre, et Porro qui lui jouera dans les matchs où tu sais que tu vas dominer pour lui permettre de se projeter en avant et de montrer ses qualités de piston. Car oui, son profil correspond plus à un piston qu'un latéral. Et c'est d'ailleurs quand Postecoglou avait mis en place le 3-4-3 qu'il avait été très bon. Par contre à gauche, c'est plus compliqué. Avec Udogie et Reguilón et sans Spence car je le laisse à droite, il faut du sang frais. Je laisse Reguilón partir gratuitement car son contrat se termine en juin. Et bien évidemment, je garde Udogie, qui est très bon à son poste de latéral gauche. Mais du coup, avec seulement Udogie, ça va être compliqué, non? Oui, car même s'il est très bon offensivement et meilleur que Porro défensivement, c'est pas non plus la folie. Et il est encore jeune, il a que 22 ans, il faut pas le laisser seul trop en confiance. On va donc devoir recruter. Et comme avec Spence et Porro, il nous faut une polyvalence et une certaine diversité du poste de latéral gauche. On va prendre un latéral gauche habitué et expérimenté en première ligue, même s'il est encore un peu jeune, c'est vrai. Très bon offensivement sans laisser de trop grosses lacunes en défense. Je pense que vous savez à qui je pense. Bien évidemment, le jeune Aït-Nouri. Son contrat à Wolverhampton se termine la saison prochaine, alors c'est le moment d'aller le chercher. Surtout si tu veux pas débourser trop d'argent. Je pense qu'un chèque de 35 millions suffira amplement pour convaincre les Wolves. Niveau profil, c'est le latéral parfait. Très bon offensivement, qualité de dribble et de passe très bonne, et même défensivement, il récupère pas mal de ballons. Pour l'expérience, ça sera sa 5ème saison chez les Wolves, dont 3 pleines, alors que Udogie ce n'est que depuis la saison dernière. Et surtout, Aït-Nouri marque beaucoup plus que Udogie et se projette plus. J'instaure donc une concurrence saine pour les deux, permettant aux deux de se dépasser pour qu'ils progressent au maximum. Aït-Nouri pour les matchs ouverts offensivement et Udogie quand il faut plus défendre. Et vous pensez qu'on a fait le plus dur? Détrompez-vous, on est très loin du compte. Le milieu de terrain. Un vrai chantier. Trop rempli en pointe basse et pas assez de 8. Il faut changer pas mal de choses. Déjà, en pointe basse, où il faut vendre, on a trop de profils. Bentancur, Bissouma, Gray et Sarr qui peuvent jouer au poste. Ça veut dire 4 joueurs pour un seul poste. C'est assez moyen. Il faut en vendre un, et j'ai choisi de vendre Bissouma. Défensivement, il est très bon. Mais au niveau de la relance, de la projection offensive, du placement ou même de la discipline, c'est pas le meilleur. Et on a mieux. Bentancur qui fait déjà une très bonne saison avec les Spurs. C'est lui que je garde. Bissouma a 1 an de la fin de son contrat, tu peux espérer en tirer 25 millions pour lui car il a encore la cote en première ligue. Ensuite, il faut un autre joueur permettant de tourner avec Bentancur pour pas qu'il se fatigue trop. Gray, il a beau avoir fait une grosse saison en défense centrale, pour moi ça sera trop faible en milieu défensif. Très jeune, je le garde mais ce ne sera clairement pas la doublure. Il faudrait un plus grand joueur qui a de l'expérience à son poste et surtout qui est très bon en relance pour éviter de refaire une Bissouma. C'est le cas du joueur qu'on va aller chercher et je sais que j'inventerai un car Tottenham est déjà sur le coup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le profil est parfait. Johnny Cardoso du Real Betis. Jeune joueur avec peu d'expérience mais un gros potentiel pour l'avenir. Je pense qu'il apprendra aux côtés de Bentancur. Et même, ce n'est pas non plus aussi peu expérimenté que Gray. Pour le prix, je pense qu'on pourrait le chercher pour 30 millions, ce qui n'est pas non plus astronomique. Et Gray pourrait être 3ème milieu défensif, qui pourrait jouer par exemple les matchs de coupe ou les matchs où il y a un joueur qui est blessé. On remarque aussi le retour de prêt de Højbjerg, mais son contrat s'arrête à la fin de la saison, alors il partira gratuitement. Passons maintenant au numéro 8. Actuellement, il y a Bergwall, Maddison, Sarr et Gray qui peut y jouer. C'est beaucoup trop peu. Les joueurs vont se fatiguer trop vite, il faut recruter. D'autant plus que même si Bergwall est très bon, il est très jeune aussi. À côté de lui aussi, il y a Maddison, qui certes ne fait pas une mauvaise saison, on est d'accord, mais qui ne fait pas la saison qu'on attendait de lui. Il n'est pas du tout indiscutable. Sarr lui aussi est encore jeune et fait quelques erreurs. Je préfère le mettre sur le banc pour l'instant. Et derrière, avec Gray, encore une fois, trop jeune et trop peu d'expérience. Non, on va aller chercher un profil qui peut remplacer Maddison, mais qui peut aussi jouer plus bas. Et pour le coup, il y a une énorme opportunité de mercato. Angel Gomez, qui va être libre à la fin de cette saison avec Lille. En plus, c'est un joueur on ground. Parfait pour le quota. Sa polyvalence ainsi que ses qualités dans le jeu permettront d'oublier son faible physique. Car assez petit et fragile, mais on ne lui demandera pas de jouer tous les matchs, il sera là pour évoluer, devenir meilleur et concurrencer nos milieux. Et si jamais Angel ne voudrait pas, j'avais une autre piste, Cherki. Plus cher, moins polyvalent au milieu et pas de home ground. Mais bon, dans notre mercato idéal, on gardera Gomez, car c'est la recrue idéale. Et c'est fini pour les milieux. Passons maintenant aux attaquants, qui est d'ailleurs la ligne qui a fait le plus parler, notamment car il y a beaucoup de joueurs à débat. Commençons avec le poste le plus simple, les ailiers droits. On a donc Kulusevski, Brennan Johnson et Young revenant de près. Pour Young, encore trop jeune, je le reprête. Et maintenant, les problèmes. Car si Kulusevski reste, qui est pour moi une évidence, peut-être le meilleur joueur de Tottenham cette saison, ça se joue avec Spence. Et puis il est polyvalent, il peut même jouer un 10 si tu veux changer de dispositif. Enfin bref, il reste. Et derrière, Brennan Johnson. Il fait débat, c'est sûr. Car même si c'est le meilleur buteur de l'équipe cette saison, il a beaucoup de défauts.
Il est pas assez percutant, il remporte peu de duels, mais il marque. Alors doit-on le garder ou doit-on aller chercher quelqu'un d'autre? Et ben moi j'ai choisi de le garder. Car déjà, il est home ground player, mais surtout car il ne sera pas titulaire, ni doublure, il sera entrant. On sait qu'il marque beaucoup, alors pourquoi ne pas lui permettre de sauver nos matchs? Je le garde, mais pour qu'il rentre. Quand on perd un match par exemple et qu'il faut marquer, on le fait rentrer. On sait qu'il marque beaucoup, donc pourquoi ne pas en profiter? Et là, je suis sûr qu'il fera beaucoup moins débat. Puis c'est pas comme s'il était mauvais en ailier droit non plus, donc il pourra aussi commencer des matchs quand Kulusevski sera fatigué. Ça, je me fais pas de soucis. Maintenant, pour l'aile gauche, on a Son, Odobert et Moore. Puis Brian Gill et Solomon qui reviennent de près. Je prête Moore qui a plus besoin de home ground player, mais lui a besoin de temps de jeu. Ensuite, je garde Son en tant que titulaire. Car même s'il est vieillissant, et ça se fait ressentir notamment cette saison, je pense qu'il lui reste encore au moins une saison. Peut-être même plus, qui sait. Mais je le garde. Ensuite, il faut quelqu'un de plus percutant, capable de faire la différence avec sa qualité de dribble et même son explosivité sur le côté, mais aussi dans la qualité de passe ou même de centre. Et pourquoi s'embêter à aller acheter un nouveau joueur quand on a déjà ce qu'il faut au club? Brian Gill revient de son prêt à Gérone, et c'est le profil qu'il nous faut. Et pour ceux qui vont me dire que ce n'est pas le successeur de Son, ça c'est sûr, pas pour l'instant en tout cas. Mais il est jeune, et peut-être qu'une saison avec notre légende lui permettra de perfectionner ses lacunes, ou au moins de les améliorer. Mais si jamais ce n'est pas assez, bien sûr, il faudra acheter un meilleur ailier. Mais bon, pour la prochaine saison, ça va le faire. Pour le reste, je vends Solomon, on pourra en tirer une quinzaine de millions d'euros. Et pour Odobert, je le garde. Très bon, percutant, parfait pour notre jeu. Il peut même jouer à droite. Parfait. Et aussi, il a moins de 21 ans, donc ne compte pas dans les étrangers. Enfin, pour l'instant. Passons maintenant pour le buteur. Et là, j'avais plusieurs solutions en tête, que je vais vous exposer. Déjà, faut-il garder Solanke? Malgré le fait qu'il soit très bon, une blessure est venue entacher sa saison. Et une blessure au genou, qui pourrait potentiellement entacher sa saison prochaine. Mais je pense qu'il faudrait le garder, pour tenter le pari, car c'est un bon joueur. Mais par contre, derrière, avec seulement Richarlison en doublure, c'est beaucoup trop insuffisant. Surtout si Solanke se blesse, se retrouver avec seulement Richarlison, c'est trop compliqué. Alors je décide de le vendre. Je pense qu'on pourrait en tirer 25 millions d'euros sur lui. D'autant plus qu'il a encore une cote en Angleterre. À la place, j'avais 3 options en tête, que je vais vous montrer. En premier, prendre Matistel définitivement. Le problème là, c'est que le joueur lui préfère finir sa formation au Bayern, club qui le prête. Et même, 55 millions d'euros pour un joueur aussi jeune, trop risqué. Deuxième option, c'est Jonathan David de Lille. Pour le côté financier, c'est pas trop un problème. Le joueur aussi est en fin de contrat avec le LOSC en fin de saison. S'il ne prolonge pas bien sûr. Il serait parfait dans la tactique de Pochettino. Assez mobile, permettant de créer des espaces pour les ailiers. Il est aussi bon en dribble et en passe lui aussi, mais marque pour autant, et pas qu'un peu, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, avec Ligue c'est une très belle saison. Son problème? Pas très physique, il est plutôt petit pour un attaquant, mais franchement, il a quand même un gabarit intéressant. Et surtout, il est assez bon de la tête, même si c'est pas son principal domaine. Et mon autre option? Randal Colomoni. En effet, la Juventus n'est pas encore prête à payer son transfert, et en plus, le PSG ne voudrait pas le garder, car le joueur n'a pas fait ses preuves au club parisien. Lui, il est comme David, mais un peu plus grand et très bon de la tête. Malheureusement, ça sera forcément plus cher. À moins d'en tirer un prêt avec une obligation d'achat, donc à payer la saison prochaine, mais je n'y crois pas. Et surtout que le PSG voudrait forcément faire un peu de rentabilité sur son transfert de 2023. Ça coûterait donc, je pense, entre 55 et 60 millions, au moins. Mais du coup, qu'ai-je choisi? Eh bien, j'ai choisi l'attaquant canadien. Car même si la taille n'est pas là, je pense que ça pourrait offrir d'autres options en attaque, créant donc une concurrence saine, sans que l'un veuille écraser l'autre. Et les deux pourraient même jouer ensemble. Ils sont même plutôt complémentaires dans un sens. A noter aussi le retour de Vélis de près, mais je le revois en prêt encore une saison pour qu'il mûrisse un peu. Et voilà l'effectif que je propose à la fin de ce mercato estival 2025 pour les Hotspurs. Si on regarde en bas le ratio de home ground player et d'étrangers, on est bon. 8 home ground players, et même on n'est qu'à 16 étrangers. Car oui, Bergvall a moins de 21 ans, donc n'est pas encore considéré comme étranger, tout comme Odobert. On aurait même la place d'aller chercher une recrue ou un prêt au mercato hivernal au cas où ça se passe mal ou qu'il y a un blessé. Ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'elle est très polyvalente. Comme on l'a dit, la formation principale c'est le 4-3-3 à pointe basse, mais on peut aussi très bien jouer en 4-2-3-1 avec deux pivots, ou même en 3-4-1-2 ou en 3-4-3, vu qu'on a des latéraux très offensifs, pouvant être pistons. Tous nos joueurs couvrent plusieurs postes. Ce que Tottenham pourra aller chercher avec ça? Déjà, un top 5 anglais comme on a dit, pouvant être qualificatifs à la Ligue des Champions ou au moins de l'Europa League. Et si cette saison ils gagnent l'Europa League, je vois bien cette équipe aller en 8ème de finale au moins. Et même en quart de finale de Ligue des Champions, ce serait pas très déconnant. Et vous, qu'en pensez-vous de mon mercato? Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous auriez changé. J'attends vos retours avec impatience. Et sinon, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et aussi je vous mettrai un commentaire épinglé. N'hésitez pas à me répondre le club que vous aimeriez que je traite la prochaine fois. Et sinon, si tu veux suivre mon aventure sur YouTube, abonne-toi et active la cloche. Et aussi, je sors des formats courts comme des shorts ou TikTok. Le TikTok est dans ma bio.
Sur ce, je vous dis ciao les goths et à la semaine prochaine.